Maximus Decimus Meridius. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance. Gladiator est bien plus qu'un film, c'est une leçon de courage et de loyauté à travers l'histoire. Un général trahi, un empire en déclin, quel secret se cache derrière la légende de Maximus? Vengeance, honneur, survie, courage, loyauté. Un film qui a bouleversé le public à sa sortie et qui continue d'ailleurs de nous bouleverser encore aujourd'hui. Et si je vous disais que Gladiator a redéfini le genre épique? Si vous êtes prêt à explorer comment ce chef-d'œuvre a marqué l'histoire du cinéma, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car vous le savez c'est important, ça soutient beaucoup la chaîne, je vous en remercie d'avance. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve pas mal de surprises. Cette semaine, Gladiator est dans ton culte, force et honneur. Le film Gladiator de Ridley Scott, sorti en 2000, est un drame épique centré sur le personnage fictif du général Maximus, joué par Russell Crowe, qui lutte pour se venger de l'empereur Commode, interprété par Joaquin Phoenix. Inspiré par l'histoire de Rome, mais adapté de manière dramatique, le film explore des thèmes profonds, notamment la vengeance, la justice et la lutte pour la liberté. Maximus trahi après la mort de l'empereur Marc Aurèle, joué par Richard Harris, est réduit en esclavage et devient gladiateur, évoluant de cette manière pour s'approcher de son but ultime, la vengeance contre Commode, qui a assassiné son père pour s'emparer du trône. Ce film se distingue par son atmosphère visuelle, combinant des décors recréés en studio et des effets numériques pour reproduire la Rome antique. Tourné en partie à Malte et au Maroc, Gladiator a impressionné à sa sortie et impressionne encore toujours par son réalisme et sa fidélité esthétique, notamment dans les scènes de combat sanglants dans l'arène. Avec son budget de plus de 100 millions de dollars, le film a été un succès monumental, accumulant plus de 460 millions de dollars au box-office et remportant au passage 5 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. Gladiator s'inscrit dans la tradition des films dits péplum, un genre qui immerge le spectateur dans l'époque romaine grâce à des décors majestueux, des costumes minutieusement élaborés et des effets numériques saisissants. Ces œuvres cinématographiques évoquent l'Antiquité, principalement romaine et grecque, par l'utilisation de paysages monumentaux, de scènes de bataille spectaculaires et d'une attention particulière aux détails. Le péplum a connu son âge d'or dans les années 50 et 60, avec des classiques comme Ben-Hur, réalisé par William Wyler en 1959, ou encore Spartacus de Stanley Kubrick en 1960. Des films emblématiques qui ont marqué l'histoire du cinéma hollywoodien grâce à leur ambition et leur ampleur. Ils utilisaient d'énormes décors et mobilisaient des milliers de figurants pour donner vie aux arènes, aux palais et paysages de l'Empire romain. Et Gladiator s'inscrit dans cette lignée en s'inspirant de ses chefs-d'œuvre, non seulement pour sa grandeur visuelle, mais aussi pour les thèmes universels qu'ils explorent, tels que la lutte pour la liberté, comme dans Spartacus, et la quête de rédemption, comme pour Ben-Hur. Et comme ses prédécesseurs, le film utilise les conventions du genre pour mettre en avant l'héroïsme et les conflits moraux, tout en modernisant la mise en scène pour le public d'aujourd'hui. Ridley Scott rend hommage au classique, tout en réinterprétant certains clichés du péplum.
Contrairement à ses ancêtres, qui soulignaient souvent la grandeur et l'ordre de Rome, Gladiator présente une vision plus sombre de l'Empire où la corruption règne et où la reine romaine devient un symbole de brutalité et de manipulation politique. Scott reprend les codes visuels et narratifs du genre, comme le héros valeureux luttant pour une cause juste, tout en intégrant des éléments modernes de psychologie des personnages et de complexité morale, ce qui confère à Gladiator une essence à la fois classique et contemporaine. La production de Gladiator a été un projet ambitieux qui a demandé plusieurs années de développement avant sa sortie. Gladiator a été initialement développé par le scénariste John Logan, qui a été inspiré par des films épiques de l'histoire du cinéma. Le projet a été proposé à plusieurs studios avant d'être finalement pris en charge par DreamWorks, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg et David Geffen. Ridley Scott, quant à lui, a été attiré par le projet pour sa passion pour les récits historiques et sa volonté de revitaliser le genre péplum qui n'avait pas connu de succès depuis bien longtemps. Ridley Scott, célèbre pour ses films visuellement impressionnants tels que Blade Runner et Alien, a été choisi pour diriger le film en raison de son expertise en matière de création d'univers visuels immersifs. Scott a également apporté son approche narrative mature, cherchant à explorer des thèmes complexes tels que la moralité, le pouvoir et la vengeance dans un contexte historique. Le film a donc été coproduit par DreamWorks et par Scott Free Productions, la société de production de Ridley Scott. Le budget de Gladiator était donc d'environ 100 millions de dollars, ce qui en faisait un des projets les plus coûteux de l'époque. Universal Pictures a également joué un rôle crucial dans la production du film, bien que DreamWorks ait été initialement impliqué. Universal a finalement acquis les droits de distribution, et cette transition a permis au projet d'accéder à un plus grand réseau, ce qui a contribué à son succès mondial. Ça a aidé Gladiator à atteindre un public plus large et à générer des recettes significatives au box-office, dépassant les 450 millions de dollars dans le monde. Le studio a également été impliqué dans la campagne promotionnelle du film, qui a été marquée par des avant-premières spectaculaires et des stratégies de marketing ciblées, capitalisant notamment sur la notoriété de Ridley Scott et des acteurs principaux comme Russell Crowe et Joaquin Phoenix. Cette stratégie a permis de renforcer l'attrait autour du film avant sa sortie en 2000. Le tournage a commencé en 1999 et a impliqué des lieux comme la Grande-Bretagne et le Maroc, notamment à la Médina de Marrakech, où certaines scènes ont été filmées pour recréer la Rome antique. Le tournage a été une entreprise complexe, Ridley Scott et son équipe faisant appel à des techniques modernes de tournage, y compris l'utilisation d'effets visuels numériques, pour donner vie à des scènes épiques de bataille et des reconstitutions réalistes du Colisée. Les combats de gladiateurs ont été chorégraphiés avec soin et une attention particulière fut portée à l'authenticité, tout en restant dramatique. L'équipe a également utilisé des figurants pour simuler les foules romaines, renforçant ainsi le réalisme des scènes dans l'arène. Ridley Scott a su innover en intégrant des effets spéciaux numériques qui repoussent les limites du réalisme cinématographique. Alors que des films comme Ben-Hur et Spartacus s'appuyaient sur des constructions physiques et des décors monumentaux, Gladiator exploite la technologie numérique pour recréer la grandeur de la Rome antique. Par exemple, bien que le Colisée soit partiellement construit en dur pour les premiers rangs, une reproduction numérique complète l'édifice, donnant ainsi vie à une arène massive et vibrante. Scott et son équipe ont donc utilisé les CGI de manière révolutionnaire pour l'époque. En recréant numériquement des parties de Rome, ils permettent aux spectateurs de découvrir la ville sous un angle et à une échelle inédite jusqu'alors, bien au-delà de ce qui était possible dans les productions des années 60. La CGI dans Gladiator ne se limite pas à créer un monde imaginaire, elle renforce le réalisme historique. Ridley Scott souhaitait immerger le public dans l'univers romain, un défi relevé grâce à une modélisation 3D détaillant le Colisée, incluant même les couleurs des bannières et des sièges. Ça permet de réaliser des plans larges de Rome d'une manière jamais vue dans les péplums traditionnels. L'utilisation des effets visuels a également conféré une intensité unique aux scènes de bataille. Plutôt que de se contenter de filmer des masses de figurants, Scott a intégré des effets de lumière et des montages rapides, offrant au combat un style brutal et immersif qui contraste avec les scènes plus théâtrales des péplums des années 60. Pour ce film, les effets spéciaux ont été réalisés par la société britannique The Mile, spécialisée dans les effets numériques et fondée en 1990. The Mile s'est rapidement fait un nom dans l'industrie, notamment pour ses innovations en publicité et en production cinématographique. Pour Gladiator, leur mission était de recréer des décors historiques imposants comme le Colisée, en utilisant les techniques de CGI les plus avancées disponibles à l'époque.
Les scènes de combat dans l'arène nécessitaient par exemple de vastes foules bien au-delà de la capacité d'engager des milliers de figurants. The Mile a alors eu recours à une technique de duplication numérique pour générer des milliers de spectateurs virtuels, ajoutant ainsi profondeur et réalisme sans compromettre la qualité. Ils ont filmé des figurants dans diverses configurations puis ont utilisé des logiciels pour les multiplier, créant l'illusion d'un public immense et dynamique. Étant tourné en 1999, Gladiator a dû faire face à des limitations forcément technologiques. La société a donc innové en développant des solutions uniques, utilisant des logiciels comme Inferno et Flame, ainsi que des programmes de modélisation 3D spécialisés pour les effets de lumière et de texture. Ces technologies ont permis de créer des décors et des effets intégrant parfaitement les scènes en direct, malgré les contraintes de l'époque. Une autre prouesse technique de la société The Mile a été de recréer l'acteur Oliver Reed, décédé pendant le tournage. Ridley Scott souhaitait finaliser le film sans sacrifier l'arc narratif de son personnage, Proximo. The Mile a donc utilisé des prises existantes et une doublure numérique, permettant à Reed d'apparaître dans ses dernières scènes, un exploit complexe et novateur pour l'époque. Grâce à cette collaboration, Gladiator a remporté l'Oscar des meilleurs effets visuels, témoignant de la prouesse technique et de l'audace du film. Les innovations de The Mile ont marqué un tournant dans le cinéma, prouvant que les CGI pouvaient enrichir des films historiques tout en conservant leur authenticité visuelle. La bande originale, composée par Hans Zimmer, en collaboration avec Lisa Gerrard, se distingue par sa profondeur émotionnelle. Parmi les morceaux emblématiques, Now We Are Free a été en partie improvisé, Lisa Gerrard ayant inventé des paroles dans un langage totalement fictif pour accentuer l'universalité des émotions véhiculées par la scène. Cette étroite collaboration entre Zimmer et Gerrard permet de traduire en musique le thème de la quête et de la rédemption de Maximus, créant ainsi une atmosphère sonore unique et intemporelle, indissociable de Gladiator à ce jour. La bande originale joue un rôle crucial dans l'impact émotionnel du film et a été saluée par la critique, contribuant à sa popularité grâce à ses thèmes puissants. Des thèmes bien sûr épiques, la musique est enrichie de mélodies majestueuses qui évoquent la grandeur de Rome et l'épopée des combats de gladiateurs. La collaboration entre Zimmer et Gerrard fusionne musique orchestrale et chant choral, créant une ambiance à la fois intime et grandiose. Les compositions illustrent la lutte interne de Maximus, ainsi que les thèmes de la vengeance et de la rédemption, renforçant ainsi la narration visuelle. Hans Zimmer déploie un mélange d'instruments traditionnels et d'éléments électroniques comme à son habitude, offrant des sonorités novatrices qui rendent la bande originale unique. Les percussions puissantes dynamisent les scènes d'action, tandis que les passages plus doux mettent en avant la douleur et la nostalgie du héros. La bande originale de Gladiator a reçu de nombreux éloges, se traduisant par des nominations aux Oscars et aux Golden Globes. Elle a redéfini l'influence de la musique de film sur l'expérience cinématographique et de nombreuses critiques s'accordent à dire que cette bande originale n'est pas seulement mémorable, mais qu'elle renforce également les thèmes et l'impact narratif du film. Russell Crowe incarne le héros tragique de Gladiator, Maximus, un général romain trahi. Crowe a été acclamé pour sa performance qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Son personnage incarne des thèmes de bravoure et de vengeance, faisant de lui une figure emblématique du film. Avant le début du tournage, Russell Crowe a pris un poids significatif pour incarner Maximus. Il a dû suivre un régime alimentaire très strict et un programme d'entraînement intense pour se préparer aux scènes de combat. Son investissement physique était tel qu'il a même consulté des entraîneurs personnels et des nutritionnistes pour obtenir le meilleur résultat possible. Joaquin Phoenix interprète l'antagoniste Commode. Phoenix dépeint un empereur complexe marqué par un profond besoin de reconnaissance et une jalousie maladive envers Maximus. Sa performance a également été saluée et lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Joaquin Phoenix avait initialement des doutes sur ce rôle, mais il a été très impressionné par le script et par l'idée de travailler avec Ridley Scott, mais a tout de même eu des difficultés à trouver le bon ton pour son personnage. Et lors de son audition, il a proposé une interprétation très nuancée qui a finalement convaincu Scott de lui confier le rôle malgré ses hésitations initiales.
Connie Nielsen incarne Lucilia, la sœur de Commode et ancienne amante de Maximus. Nielsen apporte une dimension émotionnelle et politique à son personnage, naviguant entre loyauté familiale et désir personnel. Connie Nielsen a révélé qu'elle avait auditionné pour plusieurs rôles dans le film avant d'être choisie pour celui de Lucilla. Elle a travaillé en étroite collaboration avec Ridley Scott pour peaufiner son personnage, apportant une force et une complexité à son interprétation. Sa relation avec Commode en particulier ajoute une dynamique intéressante à l'intrigue. Richard Harris joue le rôle de Marc Aurèle, l'empereur philosophe qui souhaite rétablir la République. Sa performance est poignante et ajoute une profondeur à l'intrigue politique du film. Richard Harris était initialement réticent à accepter le rôle, craignant que cela nuise à son image. Cependant, après avoir lu le scénario, il décida de participer au projet impressionné par la profondeur du personnage et de l'histoire. Il est également connu par les fans de la saga Harry Potter pour interpréter Albus Dumbledore dans les 2 premiers films de la saga. Oliver Reed incarne le rôle de Proximo, un ancien gladiateur qui devient mentor de Maximus. Reed apporte une présence charismatique, incarnant la sagesse et l'expérience d'un combattant chevronné. Enfin, Jimon Utsu incarne Juba, un camarade gladiateur et ami de Maximus. Son personnage apporte un soutien moral au héros et représente l'humanité face à la brutalité des combats. Ridley Scott a voulu que chaque acteur apporte une authenticité à son personnage. Et par exemple, l'alchimie entre Russell Crowe et Joaquin Phoenix a été si palpable qu'elle a renforcé le conflit central du film. Leur rivalité à l'écran était alimentée par un respect mutuel et une compréhension profonde de leur rôle, ce qui a donné une dimension émotionnelle supplémentaire à leurs interactions. Ces acteurs, par leur performance puissante, ont non seulement marqué le film, mais ont aussi contribué à sa reconnaissance critique et publique. Gladiator, sorti en 2000, est un film épique qui mêle histoire, drame et action, se déroulant dans l'Empire romain au IIe siècle après Jésus-Christ. Le film suit l'histoire de Maximus Decimus Meridius, joué par Russell Crowe, un général respecté de l'armée romaine et un homme de famille dévoué. La version longue, sortie en 2005, dure près de 3 heures. Elle est ici d'ailleurs. Alors je vous propose un résumé de 5 minutes qui va nous permettre de se replonger dans l'ambiance du film, d'insister sur des scènes marquantes qu'on pourra analyser et développer dans la suite de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça peut peut-être vous donner envie de le voir. Il serait temps. Et pour ceux qui n'auraient pas envie d'être spoilés sur le film, je vous rappelle que toutes les vidéos de la chaîne sont chapitrées, donc vous pouvez éventuellement sauter ce chapitre du résumé si vous n'avez pas envie d'être spoilé sur le film. Même si à mon avis vous n'êtes pas nombreux à ne jamais avoir vu Gladiator, hein. Franchement, ou alors il serait temps de vous y mettre les gars, hein. En tout cas c'est parti pour le résumé de Gladiator, l'histoire d'un général de l'armée romaine devenu gladiateur qui défia un empereur. L'armée romaine, dirigée par le général Maximus, s'apprête à livrer bataille dans la forêt en Germanie. Le saurais-tu, Catus? Le saurais-je? L'émissaire étant de retour sans sa tête, l'affrontement est désormais imminent entre l'armée de César et les barbares. Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. À mon signal. Déchaîne les enfers. Les légionnaires avancent suivis par les cavaliers, Maximus et ses hommes prennent rapidement l'avantage, et après une bataille sanglante, ils remportent une nouvelle victoire. Marc Aurèle étant mourant, il fait venir ses enfants jusqu'à lui, Commode et Lucilia. Maximus ne rêve plus que d'une chose, rentrer chez lui auprès de sa femme et de son fils. Mais César, sentant sa fin proche, a l'intention de rendre Rome à ses citoyens et d'en faire une république. Une tâche qu'il ne peut pas confier à son fils qu'il juge incapable de régner. Et Commode? Commode n'est pas un homme de morale. Commode ne peut pas régner. Il ne doit pas régner. Au coucher du soleil, j'espère que j'aurai ton accord. Maximus finit par se préparer à accepter la décision de César, mais n'en aura pas l'occasion. Au même moment, Commode apprend par son père qu'il ne sera donc pas empereur, ce qui le contrarie fortement. Il décide donc de l'assassiner avant qu'il n'ait eu le temps de nommer Maximus comme son successeur. Comprenant ce qu'il s'est passé, il refuse de porter allégeance au nouvel empereur qui décide en retour de le faire tuer. Maximus parvient à s'échapper et part immédiatement à cheval tenter de sauver sa famille qu'il n'a plus vue depuis près de 3 ans. La garde prétorienne arrive malheureusement avant lui et à son arrivée, il est trop tard. Sa maison a brûlé, ainsi que sa femme et son fils. Maximus a tout perdu.
Blessé, épuisé par la douleur et le chagrin, il est trouvé par des marchands d'esclaves et est acheté par Proximo, dans une province romaine. Tu m'as vendu des girafes sodomites. Désormais surnommé l'Espagnol, Maximus refuse dans un premier temps de se battre. Une fois dans l'arène des gladiateurs, pour la première fois, il est enchaîné à Juba, avec qui il va devoir faire équipe pour survivre. Pendant ce temps, Rome accueille son nouvel empereur qui n'est apprécié ni des sénateurs ni des citoyens. Et je les serrerai tous contre ma poitrine et les embrasserai très fort. As-tu déjà embrassé quelqu'un mourant de la peste, sire? Non, mais si tu m'interromps encore, je t'assure que toi tu le feras. Seul Dracius semble lui tenir tête. De son côté, l'Espagnol devient une véritable star locale acclamée par son public. Il combat et met à mort tous ses adversaires. Commode décide d'organiser 150 jours de jeu au Colisée pour se faire aimer des habitants, et Maximus y voit une occasion de se venger en ayant la possibilité de combattre dans l'arène afin d'avoir l'occasion d'être amené devant l'empereur. Je veux moi aussi être amené devant l'empereur. Comme toi. Gagne la foule, et tu gagneras ta liberté. En coulisses, Lucilla a peur pour la vie de son fils et complote auprès de quelques sénateurs pour tenter de mettre fin au règne de Commode dont les jeux coûtent cher et mènera assurément le peuple à la famine d'ici 2 ans. La reconstitution du Colisée reste sublime et pour la bataille de Carthage, toutes les scènes accompagnées par les musiques de Hans Zimmer font toujours leur petit effet. On en a des frissons, c'est brutal, mais on reste figé sur Maximus qui parvient à souder ses compagnons autour de lui, car plus forts et ensemble, ils peuvent vaincre. Commode demande à être amené devant l'Espagnol, ce qui est bien sûr ce que Maximus attendait. Il ne peut plus faire marche arrière, et lorsque l'empereur lui demande son nom, il finit par révéler sa véritable identité. Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Il a vaincu la mort et c'est grâce à la foule qui l'acclame que Commode est contraint de lui laisser la vie sauve. Lucilla le rejoint dans sa cellule et lui explique que son frère a de nombreux ennemis et l'invite à continuer à se dresser contre lui. Commode organise un affrontement au Colisée entre Maximus et une sorte de champion des gladiateurs, une légende invaincue, mais tout le combat a en fait été arrangé. Les tigres sont lâchés sur Maximus, mais il parvient tout de même à s'en sortir et finit par avoir le dessus sur le gladiateur, lui laissant la vie sauve, s'opposant ainsi encore à l'empereur. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'une vie à prendre. On m'a dit que ton fils a crié comme une fille, et ta femme gémit comme une putain. Le temps de t'honorer touchera bientôt à sa fin. Il retrouve Cicéron, son ancien aide de camp, et accepte de rencontrer un sénateur proche de Lucilla. Il organise son évasion et propose de faire un coup d'état à l'aide de son ancienne armée afin de renverser l'empereur et rendre le pouvoir au peuple, ce qui était la volonté de Marc Aurèle, à qui il a juré fidélité. Parce que je t'ai aimé, Il y a si longtemps. je me suis sentie seule toute ma vie. Sauf avec toi. On comprend qu'autrefois, ils se sont aimés. Mais dans l'ombre, l'empereur a des espions et c'est tout ce qui se manigance derrière son dos. Il fait donc assassiner tous les conspirationnistes, ainsi que Proximo, et fait arrêter Maximus qui avait pourtant réussi à s'échapper. Quant à toi, tu vas m'aimer. Tu vas me donner un héritier. De sang pur. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ne suis-je pas d'une grande clémence? Commode peut désormais laisser libre cours à sa haine, à sa folie et sa soif de toute puissance. Il organise un duel contre Maximus, mais le blesse mortellement quelques minutes avant le combat afin de l'affaiblir. Les deux hommes vont s'affronter jusqu'à la mort, et dans le calme et le silence du Colisée, malgré la foule venue observer ce spectacle historique, Maximus met fin au combat. Avant de décéder à son tour, il donne ses instructions et libère ainsi Rome. Il y avait un rêve qui s'appelait Rome. Il doit être réalisé, selon les vœux de Marc Aurèle. Faut aller retrouver. Il était un soldat de Rome. Honorez-le.
cinéma avec le grand retour du péplum, très attendu, la sortie mercredi prochain de Gladiator, signé du Britannique Ridley Scott. Un budget colossal pour une production qui a su retrouver le souffle épique des meilleurs moments d'Hollywood. 10 000 costumes, des milliers de figurants et l'utilisation par moments d'images virtuelles pour recréer la Rome antique à l'époque des jeux du cirque. J'ai eu beaucoup de chance car il ne s'agit pas d'un personnage réel mais de fiction, donc j'étais plus libre. J'ai utilisé la méditation pour atteindre la dimension intérieure de Maximus, pour trouver les clés de son comportement. En 2000, le succès de Gladiator fut considérable. Il repose en grande partie sur sa capacité à revitaliser le péplum en intégrant des effets visuels modernes et un scénario émotionnellement captivant. Sa sortie a marqué le retour des grandes épopées au cinéma, inspirant une multitude de films historiques tout au long des années 2000. Les thèmes universels d'héroïsme, d'honneur et de quête de justice ont également contribué à son succès planétaire, touchant plusieurs générations de spectateurs. À la fin des années 90, le genre épique semblait en déclin, mais Gladiator a inversé cette tendance pour devenir un véritable phénomène culturel. Le film de Ridley Scott est souvent crédité d'avoir redonné vie au genre. Cette renaissance de l'épopée historique peut être comparée au succès monumental de Titanic sorti en 1997, qui a marqué la fin de la décennie par son ampleur visuelle, émotionnelle et technique, influençant les attentes du public en matière d'expérience cinématographique immersive. Titanic, réalisé par James Cameron, repose sur une romance intense et tragique qui relie les spectateurs à un événement historique cataclysmique. Le film avait pour ambition de combiner une histoire d'amour universelle avec des effets spéciaux révolutionnaires, recréant ainsi le naufrage du célèbre paquebot. Et à l'inverse, Gladiator se distingue par sa trame de vengeance et de loyauté, centrée sur un héros tragique incarnant des valeurs de bravoure et d'honneur. Ce qui rapproche les deux œuvres, c'est leur capacité à insuffler une profondeur émotionnelle et personnelle à des événements historiques, rendant ainsi leur récit épique universel. Les deux films ont également repoussé les limites des effets visuels de leur époque. Titanic a marqué un tournant dans l'utilisation de la technologie pour créer des environnements réalistes, notamment lors de la reconstitution du naufrage, et Gladiator, quant à lui, a innové en utilisant des techniques numériques pour reconstruire le Colisée et la Rome antique, créant des séquences de batailles spectaculaires qui n'auraient pas été possibles autrement. Ces avancées technologiques ont non seulement contribué à leur succès mondial, mais ont également ouvert la voie à une nouvelle ère d'effets spéciaux au cinéma dans les années 2000. Titanic a suscité une fascination durable pour le naufrage et les histoires humaines qui l'entourent, et de son côté, Gladiator a ravivé l'intérêt pour la Rome antique et les péplums, jouant ainsi un rôle de clé dans la réémergence de genres longtemps négligés. Le film catastrophe historique pour Titanic et l'épopée historique pour Gladiator. Grâce à leur mélange de drame humain et de prouesses technologiques, ces deux œuvres ont établi des normes et influencé les attentes pour les films épiques des décennies suivantes, redéfinissant ce que le cinéma pouvait accomplir tant sur le plan narratif que visuel. Au final, Gladiator et Titanic ne sont pas seulement des succès commerciaux, ils ont également marqué un tournant dans l'histoire du cinéma, redéfinissant les genres et influençant les productions futures par leur capacité à allier une narration poignante à des techniques de pointe. Et Gladiator a eu un impact considérable qui s'est étendu bien au-delà des salles de cinéma, stimulant un regain d'intérêt pour l'histoire romaine dans la culture populaire. Le film a réussi à capter l'imagination du public, réintroduisant l'Empire romain et ses récits épiques dans les conversations. Sa représentation dramatique de la Rome antique a suscité un véritable intérêt pour cette période historique, incitant de nombreuses personnes à explorer davantage la culture, la politique, mais aussi les événements de cette époque. Les médias ont d'ailleurs souvent rapporté sur cette renaissance, soulignant comment Gladiator a fait renaître un genre que l'on croyait en déclin, celui des films historiques épiques. Gladiator n'est pas seulement un film qui a marqué le cinéma, il a également façonné le paysage culturel, influençant des œuvres variées à travers différents médias. Son exploration des thèmes historiques, dramatiques et émotionnels continue d'ailleurs d'inspirer les créateurs et de captiver le public aujourd'hui. Maximus et Commode incarnent deux visions opposées du pouvoir et de l'honneur. Maximus, héros tragique, traverse des épreuves qui le définissent moralement, il perd sa famille, son statut et sa liberté, tout en préservant son intégrité. Sa tragédie personnelle le pousse à se battre pour venger les siens et donner un sens à son existence. En revanche, Commode représente l'anti-héros, consumé par l'ambition et le besoin désespéré de reconnaissance de la part de son père. Une absence qui le hante. Sa personnalité est marquée par des insécurités profondes, le poussant à utiliser la cruauté comme un moyen de compenser son sentiment d'infériorité.
Les motivations de Maximus reposent sur la loyauté et la justice, tandis que celles de Commode sont guidées par l'égoïsme et le ressentiment. Au fil de l'intrigue, la quête de Maximus s'élargit pour devenir plus universelle, alors que Commode s'enferme dans sa tyrannie. Le parcours de Maximus est une quête de vengeance, mais il incarne également un combat pour la justice. Après la trahison de Commode, il évolue dans un monde corrompu où il devient un symbole de résistance. Sa recherche de vengeance acquiert une dimension morale. Il s'oppose à la tyrannie de Commode, transformant son besoin personnel en un acte de justice nécessaire. Et chaque affrontement dans l'arène devient un défi à l'autorité de Commode, tout en lui permettant de regagner une forme de liberté. Les 3 événements majeurs du film, l'assassinat de sa famille, les duels dans l'arène et son dernier combat contre Commode, illustrent ces thèmes de vengeance et de justice. À l'instar de Batman dans The Dark Knight, Maximus transcende les frontières morales dans sa quête de justice. Comme Maximus, Batman est contraint de faire des choix difficiles, souvent à la limite de la légalité et de l'éthique, pour protéger Gotham. Ce conflit intérieur entre le devoir et les sacrifices personnels introduit une ambiguïté morale semblable à celle de Maximus, renforçant leur statut d'anti-héros moderne. Tu prendras tes 5000 guerriers et tu partiras? Je partirai. La lutte de Maximus pour obtenir justice et paix symbolise ainsi un combat personnel contre l'injustice et la tyrannie, soulignant les nuances de la condition humaine et les complexités du pouvoir. Quand assez d'hommes seront morts, peut-être auras-tu ta liberté. Dans Gladiator, l'arène transcende sa fonction de simple lieu de violence pour devenir un symbole puissant de survie, de résilience et d'affirmation de soi. Chaque combat que Maximus livre constitue une forme de résistance face à Commode, qui utilise cet espace pour asseoir son pouvoir tyrannique. Et la fascination des foules romaines pour la violence met en lumière la décadence de la société romaine, tout en soulevant des interrogations sur la culture du spectacle et de la brutalité. Les gladiateurs étant perçus comme des héros dans l'Antiquité, comparables aux plus grands sportifs d'aujourd'hui, ce qui ajoute une couche de complexité à leur représentation de Maximus en tant que véritable star de l'arène. L'arène qui devient pour Maximus un espace d'affrontement indirect avec l'autorité, sa capacité à triompher dans ce cadre illustre sa lutte pour retrouver son honneur et sa liberté. Chaque combat est pour lui une occasion de se rapprocher de son objectif ultime, venger sa famille et défier la tyrannie de Commode. L'arène représente l'endroit où Maximus, esclave devenu gladiateur, acquiert une liberté spirituelle tout en ravivant son honneur. Ridley Scott exploite cet espace pour illustrer des affrontements brutaux, révélant ainsi la nature humaine confrontée à la violence. L'arène se mue en un symbole de son combat contre l'oppression, chaque victoire étant une déclaration de défiance envers l'empereur. Les combats deviennent donc de véritables actes de résistance, amplifiant son désir d'une Rome plus juste. Les succès de Maximus dans l'arène sont des symboles puissants de son opposition à l'autorité de Commode. Chaque victoire n'est pas qu'un triomphe personnel, c'est une affirmation de sa volonté de défier un régime oppressif. La nature spectaculaire des combats attire l'attention du public, rendant chaque affrontement encore plus significatif dans le cadre de sa quête de justice. Le public dans le Colisée, réagissant aux exploits de Maximus, fonctionne presque comme un personnage à part entière. Sa fascination pour le sang et la violence peut être interprétée comme un miroir de notre propre rapport à ces thèmes dans la culture contemporaine. Ça soulève des questions sur l'éthique du divertissement et notre attirance pour le spectaculaire, interrogeant ainsi notre sensibilité face à la violence à l'écran. L'arène, par conséquent, devient non seulement un champ de bataille physique, mais aussi un espace symbolique où la lutte pour la liberté et la justice se manifeste. Gladiator invite le spectateur à réfléchir sur le sens du pouvoir, de l'honneur et de la résistance dans un monde dominé par la violence et le spectacle. Dans Gladiator, Ridley Scott prend plusieurs libertés historiques pour enrichir la portée dramatique et symbolique du film, sacrifiant parfois la précision au profit d'une atmosphère immersive et d'une narration captivante. Le personnage de Maximus est une création originale, totalement inventée, comme un général loyal trahi par l'empereur Commode qui se retrouve réduit au statut de gladiateur. Les scénaristes ont voulu façonner un héros universel représentant des valeurs telles que la bravoure, l'honneur et la quête de vengeance. Et bien que son personnage s'inspire de figures historiques telles que Spartacus, aucun personnage réel ne correspond exactement à Maximus.
A l'inverse, Commode est basé sur un empereur historique, mais sa représentation est amplifiée pour des raisons dramatiques. Historiquement, Commode a effectivement pris le trône après avoir assassiné des membres de sa propre famille et se livrait fréquemment à des combats dans l'arène. Toutefois, des éléments tels que son complexe d'infériorité, sa relation conflictuelle avec son père Marc Aurèle et son implication directe dans la mort de Maximus sont bien sûr des embellissements largement romancés pour renforcer l'impact émotionnel de l'histoire. Les combats dans Gladiator sont stylisés et symbolisent la lutte pour la liberté et la justice. Bien que les gladiateurs étaient populaires dans la Rome antique, les combats n'étaient pas aussi omniprésents dans la politique romaine que le film le suggère. Les scènes d'arène spectaculaires et théâtrales sont conçues pour captiver le spectateur, parfois au détriment d'une représentation fidèle de la vie quotidienne romaine. Le film simplifie également le rôle du Sénat et la complexité de la politique romaine. Scott illustre la tension entre Commode et le Sénat pour mettre en avant la tyrannie de l'empereur, alors qu'en réalité le Sénat n'avait pas autant de pouvoir direct contre l'empereur, et que les jeux de pouvoir au sein des institutions romaines étaient souvent plus subtils. Visuellement, grâce aux effets numériques, Scott et son équipe recréent une version saisissante du Colisée et de Rome, avec une attention aux détails impressionnante. Cependant, certains éléments sont embellis pour renforcer la dimension épique des scènes de combat. Et par exemple, le Colisée apparaît plus propre et grandiose que dans la réalité, où il aurait été davantage marqué par l'usure du temps et des rénovations multiples. De même que la ville de Rome, qui est présentée de manière à évoquer grandeur et opulence, tout en conservant une image de cruauté caractéristique de l'Empire. Les choix artistiques de Ridley Scott illustrent un écart entre l'histoire réelle et la narration dramatique, ce qui lui a été souvent reproché. L'empereur Marc Aurèle, par exemple, est dépeint comme un homme juste cherchant à restaurer la République, une représentation qui ne trouve pas de fondement dans les témoignages historiques. Cette dramatisation des événements et des personnages sert surtout à souligner un récit moral où le bien s'oppose au mal, permettant ainsi au film de captiver le public. En résumé, Gladiator capture l'essence de la Rome antique et l'esprit de ses grandes épopées tout en s'éloignant des reconstitutions académiques. Ces libertés créatives démontrent comment un film historique peut jongler entre vérité et fiction, atteignant une portée symbolique plus universelle. Le souci du détail dans les décors et les costumes, bien que parfois embellis, renforce cette authenticité perçue par le spectateur et rendant ainsi l'expérience visuelle d'autant plus immersive. Avez-vous vu déjà quelque chose comme ça? Je ne savais pas que les hommes pouvaient construire de telles choses. Gladiator a été largement acclamé pour sa reconstitution de la Rome antique, une prouesse qui confère au film une authenticité visuelle impressionnante. Scott réussit à donner vie au Colisée avec une envergure qui rivalise avec les grands classiques d'Hollywood, créant un cadre immersif. Toutefois, certains spectateurs ont trouvé que l'abondance de coups rapprochés dans certaines scènes d'action pouvait être déstabilisante, notamment le montage hypercut de Ridley Scott. Sur les personnages et les prestations des acteurs, les critiques ont largement salué la prestation de Russell Crowe dans le rôle de Maximus, le qualifiant de personnage possédant une présence imposante et un véritable charisme qui fait écho à des héros classiques, tout en restant convaincant face aux défis de son époque. Même si l'écriture des dialogues a divisé certains critiques, notamment pour son exploration des thématiques de pouvoir et de moralité, des lignes comme « le cœur battant de Rome », c'est le sable du Colisée, pas le marbre du Sénat, sont jugées puissantes, mais manquent parfois de subtilité, atténuant leur impact selon certains critiques. L'interprétation de Joaquin Phoenix en Commode a également laissé une forte impression, représentant un personnage complexe et imprévisible. Je vous avoue que quand je vois Joaquin Phoenix depuis ce film, je ne peux m'empêcher de penser à Commode. Commode est décrit comme un dégénéré gâté qui incarne le mal de manière sophistiquée. Sa relation ambivalente avec sa sœur Lucilia, interprétée par Connie Nielsen, ajoute également une profondeur inquiétante à l'intrigue politique. Les performances des acteurs plus âgés, tels que Richard Harris et Oliver Reed, ont également été saluées, renforçant les aspects tragiques et cyniques du récit. Et au-delà des prouesses visuelles et de la profondeur émotionnelle, Gladiator cherche à explorer des réflexions sur le pouvoir et le contrôle des foules. Le film met en avant l'idée que le pouvoir réside dans le contrôle des masses, un thème souligné par les combats des gladiateurs qui interroge la nature bestiale de l'homme et la quête du divertissement brutal. Même si certains critiques ont suggéré que ce message aurait pu être abordé de manière plus subtile, afin d'éviter des discours trop appuyés. Malgré quelques réserves concernant son approche narrative, Gladiator a su capter l'attention du public grâce à sa grandeur visuelle, son exploration des thèmes de justice et du pouvoir, et ses performances captivantes, consolidant ainsi son statut de film culte dès sa sortie.
Russell Crowe a pris part à plusieurs combats extrêmement intenses et physiques. Certains tournés avec un niveau d'improvisation qui mettait en valeur son instinct guerrier. Dans la scène d'ouverture par exemple en Germanie, des éléments ont été improvisés pour accentuer la tension et la sauvagerie de l'affrontement. Et dans cette scène, vous remarquerez que le sourire de Russell Crowe est totalement improvisé et réel. Crowe a d'ailleurs souvent mentionné qu'il avait subi de multiples blessures durant le tournage, incluant une fracture de la hanche et plusieurs côtes cassées, des épreuves de l'intensité des scènes d'action. Selon Scott, Russell Crowe a incarné Maximus au-delà de ses attentes, rendant le personnage particulièrement puissant et réaliste. Pendant les premières semaines de tournage en forêt de Surrey, en Angleterre, la production a affronté des conditions météo difficiles. Les scènes de bataille dans cette forêt, supposées se dérouler au cœur de l'hiver germanique, ont dû être adaptées à des conditions imprévisibles, avec des températures proches du gel et de la neige imprévue qui s'accumulait sur les lieux de tournage. Ce cadre difficile a toutefois donné un réalisme brut à l'ouverture du film, contribuant à l'atmosphère sombre et réaliste du champ de bataille. Le Colisée, élément central du film, n'a pas été entièrement reconstruit. Seules les 2 premières couches ont été bâties à l'échelle réelle à Malte, les niveaux supérieurs étant créés numériquement. Ridley Scott a mêlé des images de synthèse pour compléter l'architecture, obtenant un rendu impressionnant et révolutionnaire pour l'époque. Près de 2000 figurants ont tout de même été mobilisés pour certaines scènes de combat. Et les efforts pour maintenir leur enthousiasme et leur énergie ont ajouté une énergie particulière aux séquences dans l'arène. Ridley Scott a tenu à ce que le film soit le plus authentique possible, avec des recherches approfondies sur l'architecture romaine et les costumes. Russell Crowe a lui subi un entraînement intensif, gagnant 15 kg de muscles pour le rôle, ce qui montre son engagement envers le personnage. No sequel. Gladiator a revitalisé le genre du péplum pour une nouvelle génération. Avec son approche visuelle inédite et ses thèmes modernes, le film de Ridley Scott a ouvert la voie à de nouvelles œuvres explorant l'Antiquité, des séries comme Rome à d'autres films épiques. 3, sorti en 2004 avec Brad Pitt qui revisite le mythe de la guerre de Troie et adopte un style visuel proche de Gladiator avec ses grandes batailles et ses héros épiques. Alexandre, réalisé par Oliver Stone, sorti la même année en 2004, suit la vie d'Alexandre le Grand, incarné par Colin Farrell. Un film qui adopte un ton plus historique mais qui reste dans la même veine de péplum centré sur des personnages légendaires et de grandes batailles. 300 en 2006, réalisé par Zack Snyder, s'inspire de la bande dessinée de Frank Miller. Il apporte un style visuel unique avec ses couleurs saturées et ses ralentis, marquant une esthétique plus stylisée. Bien qu'il s'éloigne du réalisme, 300 conserve l'aspect épique et héroïque des combats et des sacrifices. Kingdom of Heaven, sorti en 2005, à nouveau réalisé par Ridley Scott, se déroule au temps des croisades et explore les conflits religieux de cette époque. Scott reprend certains éléments de Gladiator d'ailleurs, comme les décors grandioses, les scènes de bataille impressionnantes, mais dans un contexte plus médiéval. Orlando Bloom y incarne un chevalier qui tente de défendre Jérusalem, marquant une approche plus spirituelle et morale. Et enfin, Gladiator 2, la suite qu'on n'avait pas demandé mais qui est sur le point de sortir. Un film toujours dirigé par Ridley Scott qui nous ramène dans l'Empire romain près de 25 ans après le premier opus devenu culte. Si Scott a voulu réaliser cette suite, c'est en grande partie pour approfondir les thématiques de pouvoir et de sacrifice qui avaient marqué le premier film. Il a aussi cherché à explorer l'héritage laissé par Maximus, en centrant le récit sur Lucius Verus, le neveu de Commode et fils de Lucilia. Lucius, qui avait été témoin enfant de l'ascension et du sacrifice de Maximus, est désormais adulte et se retrouve confronté à un régime corrompu. Son histoire fait écho à celle de Maximus, avec des choix moraux complexes et un retour dans l'arène où il doit lutter pour sa survie et ses idéaux. Paul Mescal incarne ce personnage qui, inspiré par le modèle de Maximus, représente une nouvelle génération de héros dans la Rome antique. La continuité entre les deux films est renforcée par le retour de Connie Nielsen dans le rôle de Lucilia et de Derek Jacobi en sénateur Gracchus. De nouveaux personnages viennent s'ajouter comme Macrinus, joué par Denzel Washington, un homme de pouvoir énigmatique qui défie Lucius, et les empereurs Geta et Caracalla, interprétés par Joseph Quinn, qui est visiblement impressionnant dans son rôle, et Fred Etchinger. Ce contexte politique instable reflète à nouveau l'intérêt de Scott pour les intrigues de pouvoir au sein d'un empire en déclin où la quête de liberté et de justice passe encore par des combats violents et symboliques. Avec des scènes de bataille spectaculaires et des décors somptueux qui rappellent l'ampleur visuelle du premier Gladiator, Scott continue d'explorer les dilemmes moraux de ses personnages dans un monde de brutalité.
Il s'agit moins d'une simple suite que d'une réflexion sur l'influence durable des héros et sur la lutte pour l'intégrité dans un système oppressif. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Gladiator, c'est un film visuellement époustouflant, avec des décors impressionnants, une bande sonore mémorable signée Hans Zimmer. Le film propose une réflexion profonde sur la lutte pour la liberté, la quête de justice et les sacrifices nécessaires pour atteindre ses idéaux. Et franchement, j'ai longtemps hésité à vous parler de ce film, tant il me prend aux tripes à chaque visionnage. J'en ressors totalement secoué, il est donc pour moi difficile d'exprimer par des mots la puissance de l'émotion ressentie tout au long de ce film exceptionnel. À mes yeux, la narration, l'équilibre entre l'action pure, les moments de bravoure et les instants de tension, l'interprétation de chaque acteur ainsi que les images, les dialogues sont tout simplement parfaits. Il n'y a rien à acheter. Ce qui serait déjà un chef-d'œuvre cinématographique devient en fait une œuvre unique grâce à sa musique. La partition d'Hans Zimmer est tout simplement sublime, épousant chaque moment filmé avec la note la plus juste et appropriée. Cette harmonie confère une pureté incroyable à chaque plan. Je me sens littéralement transporté dans l'univers de Maximus, presque capable de ressentir l'atmosphère des terrasses romaines. Je partage les souffrances des personnages, je combats à leur côté et je découvre grâce à ce film la grandeur de Rome. J'éprouve même l'envie de m'immerger dans un champ de blé, de caresser les épis comme Maximus. Et à la fin du film, je suis à chaque fois soulagé lorsqu'il retrouve sa femme et son fils. Gladiator nous enseigne la grandeur d'âme, la résilience et la force mentale de continuer, même dans les pires épreuves, ainsi que l'importance de l'honneur. La conclusion du film est émouvante, à chaque fois pour moi, et il me faut un moment pour sortir du Colisée et revenir à notre époque. Et c'est ça la magie du cinéma, et en particulier la magie de ce film, qui 25 ans après sa sortie, ne vieillit pas et reste profondément ancré en moi. Gladiator constitue un jalon essentiel dans ma vie de cinéphile, me poussant même à pardonner à Ridley Scott les films plus controversés qu'il a réalisés ces dernières années. 3 heures de bonheur qui m'ont incité, comme tant d'autres, à plonger dans les livres d'histoire et à regarder des documentaires sur la Rome antique à l'époque de la sortie du film. Gladiator me parle et m'enseigne qu'il faut toujours être prêt à faire des sacrifices pour une cause qui nous est chère ou pour atteindre nos objectifs. C'est un film immortel, incarné par un Maximus brillamment interprété par Russell Crowe dans le rôle de sa vie. Il est et restera pour toujours ce général romain revenu des enfers pour venger la mort des siens et regagner sa liberté. Est-ce que Rome vaut la vie d'un homme de bien? Nous l'avons cru autrefois. Il faut le croire à nouveau. Et nous nous reverrons, mais pas encore. Pas encore. Épique, culte et grandiose, il y a tellement de superlatifs pour qualifier Gladiator, c'est simple, c'est un chef-d'œuvre, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. La bataille du début du film est la plus belle que j'ai vue au cinéma, et près de 25 ans après, la musique de Hans Zimmer, eh bien ça reste une référence, hein, je pense, dans les 3 plus belles qu'il a composées pour le cinéma. Je suis très optimiste hein, pour Gladiator 2, malgré la bande-annonce qui est très critiquable, hein, avec la musique rap là qu'ils ont mis de Kanye West. Je reste plutôt impatient d'aller le voir au cinéma, même si évidemment ça n'aura peut-être pas l'impact du premier. Le casting reste visiblement incroyable. Dans l'histoire, faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit révolutionnaire, ça ressemble un petit peu à un remake du premier, on est d'accord, mais ça n'empêche pas que ça peut être un très bon film et une sacrée expérience au cinéma. Moi en tout cas j'y crois, je suis plutôt positif, donc n'écoutez pas forcément ce que j'appellerais les marchands de haine qui pullulent sur YouTube et qui aiment bien déverser leur haine du cinéma et des films pour faire du clic, pour faire des vues. J'ai pas essayé de vous convaincre que Gladiator était un chef-d'œuvre, pour moi c'est une évidence pour tout le monde, mais plutôt de comprendre comment Gladiator a influencé le cinéma jusqu'à aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à liker et commenter comme d'habitude, et justement en commentaire dites-moi ce que Gladiator représente pour vous, en quoi il a changé peut-être votre vie, ce qui vous a appris, qu'est-ce que vous en avez retenu comme message, et tout simplement ce que vous avez pensé de ce film, peut-être aussi votre souvenir
souvenir de la première fois où vous avez découvert Gladiator? C'était peut-être en DVD ou en Blu-ray, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine, force et honneur, et soyez heureux.